Bonjour à tous, alors je vous propose ici ce soir de reprendre ensemble ce cours du lundi 8 février sur l'énergétique du point matériel, le troisième chapitre de mécanique. D'accord? Alors, on va s'intéresser ici à rappeler des notions qui sont liées à l'énergétique du point matériel. Après avoir étudié la cinématique et la dynamique du point, on va ensemble rappeler dans un premier temps, d'accord, de ce chapitre, la distinction entre le travail ici, et la puissance d'une force. Donc, premier paragraphe de ce chapitre, travail et puissance d'une force. Bon. Alors, on va s'appuyer sur ce que vous avez vu l'année dernière pour redéfinir ici ces deux notions. Et on va commencer dans un premier temps par définir, vous voyez, la puissance ici d'une force, ici, qui s'applique en un point M, mobile, dans un référentiel. D'accord? Voilà. Donc, on y va, on va commencer ici par donner la définition générale d'une puissance qu'on qualifie d'une puissance mécanique. Donc, on y va, on est centré, ouais, c'est bon. Alors, on y va, la puissance de la force F qui s'applique sur le point matériel M, qui s'applique sur le point matériel M, mobile dans le référentiel R, c'est-à-dire qu'il est animé de la vitesse V de M dans R. Donc, la puissance de la force F qui s'applique sur le point matériel M, virgule, animé de la vitesse V de M dans R. Cette puissance est définie par un produit scalaire. Rappelez-vous, la puissance est définie par le produit scalaire, à savoir, donc d'un point de vue notation, la puissance P, donc P majuscule, de la force F qui s'applique sur le point M dans le référentiel R, donc par rapport au référentiel R, défini par le produit scalaire de F par le vecteur vitesse instantanée. Donc je représente bien ici, vous voyez, le produit scalaire. Par définition du produit scalaire, on aura la norme du premier vecteur, fois la norme du second vecteur, fois le cosinus de l'angle orienté entre les vecteurs force et vitesse instantanée. D'accord? Donc voici, voilà, la grandeur scalaire, c'est une grandeur scalaire, non pas vectorielle, la puissance P d'une force F, où la puissance P, je vous rappelle, est exprimée en watts, une force ici en newton, la vitesse en mètres par seconde, d'accord? Voilà, donc ça à connaître par cœur, d'accord? Donc à connaître vraiment par cœur cette relation, d'accord? Il y en a plusieurs à apprendre, celle-ci fait partie des incontournables de ce chapitre. La puissance mécanique d'une force est définie par le produit scalaire F scalaire V, d'accord? Donc norme de F fois norme de V fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, d'accord? Plusieurs remarques font suite à cette définition. La première, tout comme le vecteur vitesse instantanée, qui dépend du référentiel R d'étude, la puissance, elle, dépend également du référentiel. Donc tout comme le vecteur vitesse instantanée, d'accord, la puissance instantanée de la force, la puissance mécanique, dépend du référentiel d'étude. D'accord? Première remarque. Deuxième remarque, la puissance ici est une force, c'est une grandeur, pardon, non c'est pas une force, la puissance est une grandeur qui est additive. Donc la puissance est une grandeur qu'on qualifie d'additive. En effet, ça on peut le montrer ici rapidement, d'accord, sur l'exemple de deux forces. Donc on va estimer la puissance P de la résultante F1 plus F2 dans R. Alors ça sera par définition, vous voyez, on va remplacer le vecteur ici F par la somme F1 plus F2. Donc on aura F1 plus F2, scalaire, V de M dans R. Je développe ici le produit scalaire, enfin la somme, on aura deux produits scalaires, je développe ici, donc on aura F1 scalaire V plus F2 scalaire V de M dans R. Et ça sera la puissance de la force F1 dans R plus la puissance
de la force F2 dans R. D'accord? Voilà. Donc la puissance est une grandeur qui est additive. D'accord? Autrement dit, la puissance ici de la résultante, ici F1 plus F2, est égale à la somme respective des puissances de F1 et puissance de F2. On fait la somme des puissances de chacune des forces. D'accord? Bien. Troisième et dernière remarque. Sachez qu'une force ne fournira une puissance que si le point matériel se déplace. Donc troisième remarque. Une force ne fournit une puissance que si son point d'application M se déplace. Que si son point d'application M, ici, se déplace. Donc une force ne fournit une puissance que si son point d'application M se déplace. Bien. Après ces trois remarques, on va faire ensemble une application, un exemple. Voilà. Exemple type en mécanique, pour caractériser ici le caractère moteur ou récent d'une force. Rappelez-vous, vous avez vu ça en terminale. On va ici estimer, calculer le signe de la puissance d'une force F. Donc on va prendre l'exemple d'une bille sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc le fameux plan incliné. On y va. Donc on va incliner ce plan d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Ici, pardon, vous ne voyez pas, je vais redresser la feuille, ça sera mieux. Et on va prendre, vous voyez, une bille. Voilà, une bille qui va glisser. Donc on va, ici, cette bille de centre masse G. Vous voyez, comme ceci. Donc là, on a le centre de masse G, animé d'une vitesse V de G dans R. Donc là, le point ici, le point ici sera le point G. Je ne vais pas le représenter pour ne pas surcharger le schéma. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de représenter les forces en présence. D'accord? Donc on aura le champ de pesanteur terrestre, supposé constant. On aura le poids vertical descendant. D'accord, s'applique au centre de masse, vertical descendant. Ensuite, on aura la réaction normale du support, comme ceci. D'accord, orthogonale au support, dirigée du support vers le solide. Et la force de frottement sec, d'accord, comme ceci, qui s'oppose au mouvement, donc qui est opposé à la vitesse du point G dans R. D'accord. Donc ici, le système, voilà, ça sera le centre de masse de la bille, le point G de masse M. L'étude est menée dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Et ici, un repérage cartésien s'impose. D'accord, où on peut placer une base ici, une base cartésienne, selon ici, voilà, la direction de la pente. Donc on peut placer comme ceci, donc un axe Y comme ceci, et un axe EX comme ceci. D'accord. Donc repérage cartésien s'impose, avec une base cartésienne ici représentée EX dans le sens de la pente, Y perpendiculairement. D'accord. Bon, nous ce que l'on veut, c'est non pas poser de besoin de Newton, mais faire un bilan des forces, ensuite estimer le signe des puissances des différentes forces. Donc on a ici le poids P. Ouais. Ensuite, on aura la réaction normale du support, N. Donc réaction normale ici du support N. Et la réaction tangentielle du support T qui s'oppose au mouvement. La réaction tangentielle du support T qui s'oppose au mouvement et qui modélise, rappelez-vous, les frottements secs. D'accord. Moi, ce que je veux ici, c'est estimer le signe, d'accord, des puissances des trois forces. Donc on y va, calculer la puissance du poids. Alors faites attention, vous voyez ici aux notations, P est la puissance mécanique exprimée en watts du poids, la force P. D'accord, donc là il y a 2 P. Le P ici majuscule qui est la puissance mécanique du poids. Donc par définition ça sera P scalaire V. Donc c'est du F scalaire V. Donc ça sera norme du poids fois la norme ici de la vitesse. Ouais, fois le cos de l'angle entre les vecteurs P et V. D'accord. Par définition ici norme d'un vecteur positif. D'accord. Le cos de l'angle entre les vecteurs P et V, il est où? Il est ici. Voici l'angle entre les vecteurs P et V. C'est un angle ici aigu, inférieur à pi sur 2, qui va m'assurer un cos ici positif. Conclusion, on aura une puissance mécanique positive. On dit que le poids est une force motrice. D'accord. Donc ici, on va noter que le poids est une force motrice. C'est bien cohérent avec le schéma. Le poids est une force motrice ici. Bon. Deuxième force, ici, la force de frottement sec. Donc la puissance de cette force,
défini par t scalaire v. Donc on aura norme de t fois la norme de v fois le cos de l'angle entre t et v. Donc pareil ici, je regarde le schéma, quel est l'angle orienté entre t et v si c'est l'angle plat de pi radian. Donc là, les normes de vecteurs positives. Là, le cos ici de l'angle plat m'assurait un cos de pi radian égal à moins 1. D'accord? Donc là, on aura ici forcément, donc je peux marquer moins 1 dans ce cas particulier, donc ça sera ici négatif. Le résultat du produit scalaire étant négatif, on aura ici une force résistante. D'accord? Donc la force de frottement sec, T, est bien une force, voilà, est une force résistante. Ça c'est cohérent avec le fait que T, ici la composante tangentielle à la réaction de support modélise les frottements secs. La dernière, ici, la réaction normale du support. Alors, par définition, ça sera N scalaire V. Vous voyez en bas? Ouais. Je vous pose la question. Alors, ça sera la norme de N fois la norme de V fois le cos de l'angle entier entre N et V. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ça? Pareil, norme positive, positif. Et là, on a un angle A entre N et V. D'accord? Entre les vecteurs force, réaction normale et vecteur vitesse, on a un angle droit. Donc on a un angle de pi sur 2 radians, ce qui nous assure un cosinus égal à 0. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, la réaction normale du support qui est perpendiculaire au mouvement ne fournit aucune puissance. On dit qu'elle ne travaille pas. N ne fournit aucune puissance. Autrement dit, elle ne travaille pas. Ça également, c'est un résultat que vous avez vu l'année dernière. Toute force ici qui est en fait, vous avez vu, un perpendiculaire au mouvement. Toutes ces forces en fait ne fourniront aucun travail, aucune puissance. D'accord? On dit qu'elle ne travaille pas puisqu'elle est perpendiculaire au mouvement. D'accord? Voilà. Alors justement, là, on met le doigt sur quelque chose de très important, le lien entre puissance mécanique et le travail. Donc c'est l'objet de la deuxième partie. Donc après ici, un petit 1 sur la puissance d'une force. Deuxième temps, on va passer ici au travail d'une force. Donc on va rappeler des choses que vous avez vues l'année dernière également. Hein. Mais également, on va introduire des choses qui sont nouvelles. Donc deuxième temps, travail ici d'une force. Voilà. Travail d'une force, et ici, bon, la nouveauté va commencer dès le début. En fait, on aura deux visions. D'abord, ici, je vais d'abord vous introduire une nouvelle notion, d'accord, qui est le travail élémentaire d'une force. Donc, travail élémentaire d'une force. Alors, travail élémentaire d'une force, vous voyez, on retrouve ce terme élémentaire. On avait déjà rencontré ce terme élémentaire dans le vecteur déplacement élémentaire. Ouais. Donc c'est lié, hein, en fait. Hein, le travail élémentaire d'une force est lié à ce vecteur déplacement élémentaire. Donc on va ici le mettre une nouvelle fois en évidence. Donc on va prendre ici un repérage cartésien tridimensionnel, comme ceci. Vous voyez, d'origine O, ici X, Y, Z. La base cartésienne, voilà, donc c'est vecteur unitaire, EX, EY, EZ. Je vais représenter ici une trajectoire gamma quelconque, d'accord? Et je vais prendre en fait deux points finement proches. Rappelez-vous toujours la logique, on va prendre un point M à l'instant T, ici. Et je vais prendre un point M', infiniment proche de M, à l'instant T plus dt. Alors ça se voit pas sur le schéma, mais ça c'est pour que vous voyez bien sur la vidéo en fait. Ici on a l'instant T, à l'instant ultérieur T plus dt, infiniment proche du précédent. En fait, en réalité, M' il serait là, vraiment à côté de M, mais pour que vous voyez bien, que ce soit bien clair sur le schéma, souvent on dissocie bien les deux, hein, on espace bien les deux. Donc, on y va, je vous rappelle que le point M, voilà, est repéré à l'instant T, ici, par ses coordonnées cartésiennes, x, y, z. Donc ça, c'est facile, vous savez, ici, voilà, le point en fait est repéré par un vecteur position OM, tel que OM égale XEX plus YEY plus ZEZ, d'accord? Donc ici, c'est coordonnées cartésiennes, ici, que sont sur les coordonnées du vecteur, on aura X, Y, Z, d'accord? Ça, c'est le point M, d'accord, qui est repéré à cet instant T par ses coordonnées cartésiennes ici. Maintenant, on va faire la même chose avec le point M'. Le point M',
virgule, attention, j'insiste, il est infiniment proche du point M. Donc, infiniment proche du point M. Donc ça, c'est très important. Infiniment proche du point M. Ce point M' est repéré à l'instant ultérieur, mais pareil, infiniment proche du précédent, donc à l'instant t plus dt, par ses coordonnées cartésiennes, x', y', z'. Donc on repère ici, vous voyez, le point M' à l'instant t plus dt, par ses coordonnées x', y', z'. Et ces coordonnées cartésiennes x', y', z' sont liées aux coordonnées x, y, z du point M. Puisque rappelez-vous, x' égale x plus dx, où dx représente ici le déplacement alimentaire selon l'axe OX, y' égale y plus dy, et z' égale z plus dz. D'accord? Où je vous rappelle, dx, dy, dz, d'accord, sont les déplacements élémentaires, d'accord, selon les trois axes du repère cartésien. Donc on a trois déplacements élémentaires, et quand on somme ces trois déplacements élémentaires, selon trois directions, hein, de la base cartésienne, cela génère en fait un vecteur déplacement élémentaire. Donc là on a trois déplacements élémentaires selon les trois axes, d'accord, du repère cartésien. Ok. Donc là on a trois déplacements élémentaires. Un petit déplacement selon x ça génère un dx. Hein. Un déplacement élémentaire selon y génère un dy. Un déplacement élémentaire selon z génère un dz. D'accord? Donc nous, rappelez-vous, une fois qu'on a ça, on va en déduire ce qu'on appelle le vecteur déplacement élémentaire mm'. Donc on en déduit, c'est important, le vecteur déplacement élémentaire. Alors, ce vecteur déplacement élémentaire, ici, voilà, très important, ici. Ce vecteur déplacement élémentaire, toujours dans la base cartésienne. Hein. Donc ici, on a pris une base cartésienne, on le précise quand même, parce que on verra qu'en repérage polaire, le vecteur déplacement élémentaire aura une autre expression. Et rappelez-vous, le vecteur déplacement élémentaire, mm', si je connais les coordonnées de m et m', je vais prendre les coordonnées du vecteur déplacement élémentaire. Alors comment va-t-on l'obtenir? Ce que vous faites, ça sera abscisse de m' ou abscisse de m. Donc ça sera x' moins x selon ex. Ouais. Selon l'axe OY, vous allez faire différence des coordonnées, donc ça va y' moins y selon EY. Pareil pour z, vous allez faire z' moins z selon EZ. Et quand vous faites ça, x' moins x, là on a la réponse. X' moins x égale dx. Donc dx selon x, plus y' moins y, ça fait dy selon EY, et z' moins z, ça fait dz selon EZ. D'accord? Voilà. Vecteur déplacement élémentaire. D'accord? Donc ça, c'est une expression à connaître par cœur. En base cartésienne, le vecteur déplacement élémentaire égale dxx plus dyy plus dz. D'accord? Alors rappelez-vous, on a souvent noté mm' égale d de om. Je vous rappelle la relation de passage. Alors, mm', on a fait intervenir le point O. Donc c'est mo plus om'. Donc ça, c'est om' moins om. Donc, je vous rappelle, m' à l'instant t', m à l'instant m. Et en fait, cette différence est également appelée différentielle. C'est-à-dire que ça, on peut noter cette différence comme étant une différentielle d de m pour deux points mm' infiniment proches. Et qu'on réécrit en fait mm' égale d de m. Pareil, hein, pour un point m' infiniment proche du point M. Donc on a un point M' qui est infiniment proche du précédent, d'accord, du point M. Donc c'est ce qu'on appelle une différentielle finie, une différentielle totale exacte, c'est une variation d'une fonction vectorielle OM entre deux instants infiniment proches. Donc première chose, de plus, ici on peut rajouter quelque chose qui nous sera utile pour les travaux élémentaires. Rappelez-vous, la vitesse instantanée V de M dans R égale dOm sur dt. D'accord? Voilà. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée temporelle du vecteur position. Autrement dit, ce qu'on va faire, c'est un pseudo pourrion de croix. En fait, d de m, c'est le vecteur déplacement élémentaire, une différentielle divisée par dt, une autre différentielle. Le rapport de deux différentiels nous donne une dérivée. Ce que je veux dire, c'est également que d de m, d de m, il est vu comme le produit v dt. Voilà. Donc je fais d de m égale v dt. D'accord?
Donc ça, pareil, ça j'encadre, j'en aurai besoin, d'accord? Et j'en ai besoin parce qu'en fait, je vais définir, vous voyez, enfin, je peux seulement, enfin, définir le travail élémentaire d'une force. Alors là, attention, là, ça devient ici un peu plus complexe d'un point de vue notation. Alors on y va. Définition, le travail élémentaire. Alors je souligne cette nouvelle notion, travail élémentaire. Voilà, de la force F. Alors ce travail élémentaire sera noté delta W de F dans R. D'accord? Ce travail élémentaire, ici, de la force F, ici, donc la force F de puissance P de F dans R. Donc on rappelle que cette force ici génère une puissance P de F dans R si le point d'application M est mobile dans R. D'accord? Donc le travail élémentaire de la force F, d'accord, de puissance P, ici, entre deux instants, donc entre deux instants infiniment proches. Entre deux instants. Alors oui, je mets infiniment. C'est infiniment. D'accord. Voilà. Infiniment proche. T et T plus dt. Alors, il s'écrit comment? Donc, je reprends la notation. En fait, W travail. Work. Travail élémentaire. Delta. Donc, on met un delta minuscule. Je répète. Le travail. W. Work. Élémentaire. Delta. De la force F. Dans le référentiel R. Est défini par le produit PDT. Ouais. Donc défini d'abord par le produit PDT. Alors c'est pas un produit scalaire, hein, c'est un produit entre ici deux termes, d'accord? PDT. En effet, le travail élémentaire d'une force, un travail exprimé en joules, la puissance d'une force exprimée en watts, et l'aimant ici de temps dt en secondes. On trouve bien qu'un joule égale 1 watt seconde. La puissance d'une force, rappelez-vous, c'est F scalaire V. Donc F, produit scalaire, V de M dans R. Fois dt. Donc qu'est-ce que je fais? Ici, je remplace la puissance P par le produit scalaire F scalaire V. C'est la première définition à connaître. Maintenant, ce que je fais ensuite, c'est que je vais remplacer, vous voyez, le d de M égale V dt. Je vais le faire apparaître ici. Vous voyez, à V dt égale d de M. Donc finalement, on écrit F scalaire d de M. Donc scalaire, le vecteur déplacement élémentaire. C'est-à-dire, ce qu'il faut retenir, très important, c'est que le travail élémentaire de la force F, d'accord? Alors ce travail élémentaire, pardon, excusez-moi ici, le travail élémentaire de la force F intervient lorsqu'on a un déplacement élémentaire du point M entre deux instants infiniment proches, et cette force F de puissance P de F dans R va générer un travail élémentaire, d'accord? Un travail élémentaire de la force F qui s'applique sur un point M entre deux instants infiniment proches. Retenez que ce travail élémentaire, c'est défini par le produit scalaire F scalaire d de M. Voilà, ça c'est important. D'accord? Donc ça, pareil, à connaître par cœur. À connaître par cœur. Vraiment. Tout comme la première relation, hein, P, une force égale F scalaire V. Donc celle-là est à connaître par cœur. Donc je vous rappelle, hein, ici, les notations, travail élémentaire de la force F dans les référentiels R, défini par le produit scalaire. Ouais, on peut bien mettre le point en évidence. Ça, c'est le produit scalaire entre deux vecteurs, vecteur force et vecteur déplacement élémentaire. Donc, tout comme cette relation-là, hein, tout en haut, puissance d'une force, pareil. À connaître par cœur. D'accord? Vraiment, c'est la base. Ok? Bien. C'est-à-dire que finalement, par rapport à notre schéma, on sait estimer le travail élémentaire, donc le travail d'une force, qui s'applique sur un point M, entre deux instants finalement proches. C'est-à-dire que je sais calculer le travail de la force sur cette portion MM'. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'estimer le travail total. C'est-à-dire que je vais prendre un point initial, le point M1 à l'instant T1, d'accord, ici, le point de départ, l'état initial, le point d'arrivée, l'état final, le point M2 à l'instant T2. Une fois que je connais le travail élémentaire de la force F entre M et M', il serait intéressant, pertinent de connaître le travail total de la force F qui s'applique entre M1 à l'instant T1 et M2 à l'instant T2. Donc ça, en fait, vous l'obtenez par la sommation. C'est-à-dire qu'on va sommer tous les travaux élémentaires entre ces deux points pour avoir le travail total de la force F le long de trajectoire gamma. D'accord? Donc ça, c'est la suite. Je cherche une feuille blanche sous la main. Tiens, j'ai pas préparé mes feuilles blanches parce que je les ai mis. Je n'avais qu'une. Non. Là, peut-être ici. Donc c'est des feuilles, donc je prends ici. Voilà. Hop, on y va. Donc ça c'est petit A, travail élémentaire d'une force. Petit B,
Travail. Donc là, ça m'intéresse le travail total. Donc petit b. Travail, ici, total. D'une force. Le long, ici, d'un trajet. Donc ici, long du trajet, par exemple, menant de l'état initial M1 à l'état final M2. Entre deux instants, T1 et T2. On y va, définition. Définition. Le travail total, global, donc le travail total de la force F entre deux points M1, à l'instant T1, état initial, et M2 à l'instant T2, donc entre deux points la trajectoire gamma, donc entre deux points de la trajectoire gamma, donc j'insiste, il s'agit ici d'un travail total, entre deux points de la trajectoire gamma. Notez, alors c'est le travail, donc là il n'y aura plus le delta, c'est delta de la force F, mais cette fois-ci, par rapport à R, entre deux points. Je note M1, M2, oui, je mets les points M1, M2 en indice, donc en bas à droite de la lettre W. Donc ce travail total s'obtient en sommant toutes les contributions élémentaires précédentes. Donc on va sommer toutes les contributions élémentaires précédentes. Autrement dit, ici, le travail, ici, total, de la force F, qui s'applique sur un point M, mobile dans R, entre deux points M1 et M2, bah ça sera une somme continue. Vous voyez, on fait une somme. Alors la somme de quoi? La somme de tous les travaux élémentaires précédents, donc je vais laisser ça. Donc la somme de tous ces delta W. Donc somme, le delta W de F dans R, et ça sera la somme. Alors, soit je prends ici, par définition, le produit PDT, donc puissance, donc PDT, P de F dt, parce que le travail élémentaire, c'est le produit PDT. Attention, ces choses s'intègrent par rapport au temps, donc entre les variables, entre les bornes, T1 et T2. Ou, ce qu'on fera plus souvent, c'est prendre cette deuxième relation-là, F scalaire d de M, le travail élémentaire défini par le produit scalaire F scalaire d de M, donc ici, l'intégrale de F scalaire d de M entre deux points, M1 et M2. Alors c'est ce qu'on appelle en fait une circulation. Ça c'est une circulation du champ vectoriel F le long de trajectoire gamma menant de M1 à M2. D'accord? Donc ça pareil, alors ce qu'il faut retenir surtout c'est ça. Ici le membre de gauche et ici le membre de droite. Ici donc pareil, troisième relation vraiment à connaître par cœur. Pour bien commencer hein, ici les exos en énergétique du point matériel. D'accord? Vraiment ici. Alors maintenant, on va l'appliquer, ça. Troisième temps, application. Application. On va prendre un cas ici concret. Application. On va appliquer cette relation-là. C'est-à-dire que là, vous voyez, on va faire l'intégrale d'un produit scalaire. On a un produit scalaire entre deux vecteurs. Vecteur force et vecteur déplacement élémentaire. On fait une intégrale entre deux points. Vous voyez, entre deux points repérés par des abscisses, par des ordonnées, par des cotes, ici, cartésiennes et ou polaires. D'accord? Donc, on y va. Application, on va déterminer ensemble le travail de la force de frottement T, le travail de la force de frottement sec, donc une force de frottement sec hein, qui s'oppose ici à une force de frottement fluide, je vous rappelle, force de frottement fluide exercée par le fluide, donc l'air, l'eau sur l'objet, frottement sec, c'est du contact solide-solide. Alors on va supposer que cette norme, cette force de frottement sec est de norme constante, d'accord, et qui s'oppose au mouvement. Donc on rappelle qu'elle s'oppose au mouvement, ici, voilà, par définition des lois de Coulomb. D'accord? Voilà. Donc déterminer le travail de la force de frottement sec au cours du trajet, du déplacement. Donc on a un déplacement infini du trajet AB du point M mobile. Donc forcément il y a un trajet, le point M, c'est normal, ici, immobile, il se déplace. Ok? Bien, on fait un schéma de la configuration, c'est-à-dire qu'il y a une configuration géométrique qui je vous impose. On va prendre ici le plan XOY de la base cartésienne. On aura deux vecteurs unitaires, EX, EY. Et en fait, je vais vous imposer deux points. Donc, un point de départ, le point A. On va commencer sur ce point A là. Ce point A aura une abscisse petit a, une ordonnée nulle.
Le point B, il sera ici une abscisse nulle, une ordonnée A. Donc je répète, le point A d'abscisse A, ordonnée nulle, le point B d'abscisse nulle d'ordonnée A. Ok. Et il faut passer de A à B, d'accord. Donc, en fait, il y a plusieurs possibilités. Je ne sais pas si vous le voyez. La possibilité une des plus simples, c'est de décomposer le trajet en deux. C'est-à-dire qu'on va d'abord ici effectuer un déplacement selon l'axe X, donc on va aller de A en haut, puis de haut en B. Première possibilité. Simple. En fait, ouais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va calculer cette intégrale, l'intégrale du produit scalaire, sur des géométries très simples, où on sait expliciter la circulation de la force F, d'accord, du champ vectoriel F. Donc là, premier cas, première possibilité. J'ai bien premier cas ou première possibilité, hein. D'accord, première possibilité, c'est-à-dire qu'on saura la calculer. Première possibilité, ici, la trajectoire suivie sera A au B. Donc je repasse en rouge, tac, je vais de A à B en passant par O, et je suis, vous voyez les flèches, c'est le trajet emprunté. Donc la trajectoire A au B est suivie. La trajectoire A au B est suivie par le point M, d'accord. Et dans ce cas-là, quand on suit la trajectoire A au B, un repérage ici s'impose, naturellement, c'est le repérage cartésien. Donc un repérage cartésien s'impose. Un repérage cartésien s'impose, tel que quoi finalement? Bah, ce qu'il faut, vous voyez, pour calculer l'intégrale pour du scalaire, c'est expliciter à chaque fois le vecteur déplacement élémentaire. Donc on va expliciter le vecteur déplacement élémentaire dans la base cartésienne. Donc ici, on peut se contenter d'un vecteur déplacement élémentaire à 2 dimensions, mais on va faire à 3 dimensions, il n'y a aucun problème. Donc dx plus dyey plus dz. D'accord, ça c'est le vecteur déplacement élémentaire lors d'un repérage cartésien. Ok, bien. Une fois qu'on a ça, on estime le travail. Donc on va calculer le travail de la force T dans le référentiel R le long de la trajectoire AB, passant par O. Par définition, ça c'est l'intégrale entre A et B du produit scalaire T d'OM. Sauf qu'on passe par le point O. C'est-à-dire qu'on va faire l'intégrale de A à O, T scalaire d'OM, plus l'intégrale de O, alors ça c'est un O, de O à B, attention, l'intégrale supérieure, ça c'est un O, de A à O, plus l'intégrale de O à B, pareil, du même produit scalaire, T scalaire D de OM. Ok, bien. Ce qui nous donne ici, vous voyez, de A à O. En fait, on va effectuer un produit scalaire. Mais en fait, le produit scalaire, il aura lieu selon un axe. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce que je vais faire? Avant de préciser des bornes. Bah, la force de frottement sec, quand je me déplace de A vers O, je me déplace de droite à gauche. D'accord? Donc quand je me déplace de droite à gauche, je vais de A vers O, la force de frottement sec se pose au mouvement. Et dirigée comment? Bah, elle sera dirigée, donc par exemple en ce point-là, elle sera dirigée, vous voyez, comme ceci. Alors donc là, j'aurai une force de frottement sec dirigée de gauche à droite. Donc selon plus EX. Donc ici, on aura T, selon EX, scalaire, le vecteur déplacement élémentaire, donc dx plus dy plus dz. Ok. Et une fois que j'ai ça, vous voyez, quand je vais faire le produit scalaire, bah regardez, la base cartésienne d'une base orthonormée, x scalaire EX, ça fera 1. Attention, 1 c'est pour x scalaire EX. EX scalaire EY, ça fera 0. EX scalaire EZ, ça fera 0. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, je vais me retrouver ici sous intégrale par un produit t dx. C'est-à-dire que la variable d'intégration est la variable x spatiale. Donc je vais intégrer ici, donc point de départ par rapport en x égale à a. Donc je pars de x égale à a, abscisse du point A, jusqu'à l'abscisse du point O, abscisse finale pour cette première phase, qui vaut 0. Voilà. Ici, donc j'intègre de a à O de t dx directement. D'accord? Ça c'est important. Ici. Ok, alors, attention, oui, attention, il manque une deuxième intégrale. Là, c'est égal. Attention, la rédaction, j'ai oublié le deuxième terme. Ce qu'on va faire, en fait, ça, c'est le premier terme. Donc ça, attention, j'oublie. Parce que, en fait, je me suis dit, j'aurais pas cette place. Comment je vais faire pour éviter de tout effacer? Alors, vous avez vu, hein, donc là, je vais laisser le égal, c'est pas grave, je vais faire en 2 fois. Là, je rajoute le terme qui manque. Voilà, je vais faire, c'est ce que je voulais faire, en fait. Attention, donc là, je rajoute il manque, là, un terme. Donc là, pareil, je vais calculer selon ici de O à B, donc selon l'axe OY, vous avez compris. Donc attention, ici par contre, quand je me déplace de O vers B, la vitesse verticale ascendante, la force de frottement sec, vous voyez, elle sera dirigée vers le bas. Donc selon moins EY. Donc là, je vais faire moins T
selon y, toujours produit scalaire avec dx ex plus dy ey plus dz ez. Donc attention, tout ça c'est le même terme. Ça c'est le même terme, je vais encadrer ici là, directement. Ok, ça c'est le même terme. Donc j'ajoute ça plus ça va donner ça plus ça. D'accord? Donc pareil, donc ey scalaire x 0, ey scalaire y ça fait 1, ey scalaire z ça fait 0. Donc là ce que je vais faire c'est rajouter ici un moins, l'intégrale. Alors pareil, ici ça sera du t dy, donc j'intègre entre y, l'ordonnée du point O, ça fera 0. Alors est-ce que ça passe là? Ouais, ça va passer donc y 0, ce qu'à l'ordonnée du point B qui vaut A. Là ça passera pas. Moi c'est pas très visible, désolé. Donc là, vous voyez, je bouge un peu peut-être, vous aurez un peu plus de lumière. Donc y 0, d'accord, l'ordonnée du point O, y égale à A, l'ordonnée du point B. Donc là ce que je vais faire c'est également mettre y en 0, y 0 et y égale à A. Donc tout ça c'est le même. Attention, désolé pour la rédaction, c'est pas très beau. D'accord, donc ça plus ça égale ça plus ça égale ça moins ça. Ça va? Donc là je reviens à une ligne complète d'équation tout à fait normale, désolé. Donc ça fait t dx, donc ça fait x compris entre 0 et a. Donc t fois la fonction x comprise entre 0 et a, moins t la fonction y prise entre, attention ici, entre 0 ici et a là. Attention, ça c'est un a, c'est un 0. Là c'est un 0, là c'est un a. Donc ça fait 0 moins ça fait moins a. Donc ça fait moins at. Et là ça fera y, ça ferait a moins 0. Donc ça fait également moins at. Moins 1t, moins at, moins 2at. D'accord? Résultat qui est négatif. Est-ce cohérent? Donc le travail de la force de frottement qui est négatif. Donc ça c'est cohérent parce que t en fait est une force résistante. Donc on encadre le résultat. Un travail négatif. Donc on a bien une force ici qui est résistante. D'accord? Voilà. Première possibilité. La trajectoire A ou B suivie, un repérage cartésien s'impose tel que on est le vecteur déplacement élémentaire. Ça permet d'expliciter, on effectue d'abord le produit scalaire sur l'intégrale et ensuite voilà, on intègre ici les variables spatiales correspondantes entre les deux bandes considérées. Première possibilité. Il y en a une deuxième possibilité qui est liée ici à la configuration. Alors très simple à calculer. C'est-à-dire que là je vais considérer un arc de cercle. Donc je vais de A vers B. Donc je fais l'inverse, je pars de B, je vais d'en haut, mais en fait voilà. Alors je dessine un arc de cercle. Donc j'oriente mon arc de cercle. Donc je pars de A, je vais dans B, je suis un arc de cercle. Cet arc de cercle possédera un rayon constant, le rayon vaudra A. Et là forcément vous avez un arc de cercle. Donc là, ne cherchez pas, la base polaire s'impose. Donc on y va, on va poser la base polaire. Donc là, je vais poser le vecteur unitaire radial ER. Je vais placer également le vecteur unitaire Eθ, perpendiculaire ER. J'aurai un point ici M, point M, la trajectoire gamma. J'aurai un angle polaire θ, je vais mettre ici également en vert pour la deuxième trajectoire. Là, j'aurai un angle θ qui dépend du temps. D'accord? Sachant que le rayon A, la trajectoire est constant. Donc, deuxième possibilité, le point M suit un quart de cercle de centre O et de rayon A. Un repérage polaire s'impose. Et on va rappeler l'expression du vecteur déplacement élémentaire dans la base polaire, calculer le travail de la force de frottement sec, et effectuer le produit scalaire sur l'intégrale pour évaluer le travail de la force de frottement sec sur cette deuxième trajectoire. Ok? Bien, on y va, c'est parti. Donc deuxième possibilité, hop, on reprend là-haut, on prend la même rédaction, on y va. Donc deuxième possibilité. Alors cette deuxième possibilité, on y va, la trajectoire suivie est un arc de cercle AB. Ça c'est un arc de cercle AB de centre O et de rayon A constant. Dans ce cas-là, un repérage polaire s'impose. On va pas prendre un repérage cartésien ici, hein, d'accord? Un repérage polaire s'impose, d'accord? Tel que. Alors, tel que quoi? Il faut rappeler l'expression du vecteur déplacement élémentaire. Alors, pareil, à connaître. Bon, là, pas encore utilisé ici souvent que ça pour l'instant, mais il va revenir de plus en plus. Donc là, je vais en temps rouge. Dans la base polaire, on va pas le redémontrer à chaque fois.
il faudra le donner, donc pareil, l'apprendre par cœur. Donc DRER, d'accord, petit déplacement ici, longueur DR selon l'axe radial, plus un arc de cercle, d'accord, de rayon R d'angle centre dθ, R dθ, θ. Voici le vecteur déplacement élémentaire dans la base orthonormée directe polaire. D'où le calcul, le travail ici de la force de frottement sec entre A et B dans R. Alors, par définition, là, l'intégrale entre A et B du produit scalaire T scalaire D de OM. Ok, bien. Alors, ce qu'on peut dire en fait, ici, directement, on peut même aller un peu plus loin ici. Pour le vecteur déplacement élémentaire, vous voyez le rayon R est constant. Rayon R égale à A égale constant. Si le rayon est constant, il ne peut pas y avoir d'accroissement ici du rayon DR. Donc DR égale à 0. C'est-à-dire qu'ici, le vecteur déplacement élémentaire, en fait, se réduit, on peut le mettre directement. Je crois que ce matin, je crois pas que je l'ai fait ce matin directement. J'ai essayé DR, après, bon, ça simplifie dans le produit scalaire. Avec ici, je note R égale à A égale à constante. Si R égale à A égale constante, le DR égale à 0. D'accord? Donc on y va, on place sous l'intégrale entre A et B. Ici, alors T, ouais, il est où? T. La force de frottement sec s'oppose au mouvement. C'est-à-dire que si je représentais la force de frottement sec, alors ouais, en fait mon θ il n'est pas vraiment tangent à la trajectoire. Donc je vais placer ici, ouais. Alors, oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, en fait mon θ, voilà, comme ceci, voilà. Comme ceci, donc tangent à la trajectoire, si la vitesse est purement orthoradiale, ici, donc V égale Aθ point θ. La force de frottement sec s'oppose au mouvement et est dirigée selon moins Eθ. Donc ici, on aura une force de frottement sec, d'accord, selon moins Eθ. D'accord? Le tout scalaire R dθ, Eθ. Mais oui, je n'ai pas remplacé, pareil. R vaut A ici, pardon. R, vous remplacez R par A ici. Vous remplacez R par A ici également. Voilà. Ok? Donc pareil. Donc s'oppose, je note, s'oppose à la vitesse, au mouvement, où la vitesse ici vaut Aθ point θ. C'est du Rθ point θ pour un mouvement circulaire de rayon R, vitesse purement orthoradiale, telle que V égale Rθ point θ. Ça va? Là, il nous reste quoi? Alors pareil, j'ai laissé AB, mais là, on va pas laisser AB, parce que là, vous allez avoir Eθ scalaire Eθ, ça fait 1, donc ça fait moins AT dθ, et il est clair que la variable d'intégration est liée à l'angle polaire θ. A et T sont constants. On suppose une norme de la force de frottement sec constante. AT constant, il reste un dθ. Donc on va intégrer entre θ égale... Alors il faut regarder le schéma. Ici, le point de départ A est repéré par un angle polaire θ égale à 0. Alors que B est repéré par un angle θ ici égale pi sur 2. Donc θ entre θ égale à 0 et θ égale pi sur 2 de moins AT dθ. On sort tout ce qui est constant, ça fait moins AT. On prend la fonction θ entre 0 et pi sur 2. Ça fait moins AT pi sur 2. On retrouve un résultat négatif et c'est bien cohérent avec le fait que la force de frottement sec est une force qui est résistante. D'accord? Voilà. Première chose. Voilà. Enfin, première chose. Mais en fait, c'est très important, vous voyez. Sur deux mêmes points, état initial et état final identique, on a deux trajectoires différentes et deux calculs de travaux différents qui nous mènent à des résultats différents. Bilan, le travail d'une force dépend de la trajectoire empruntée. Ça, c'est très important. Vous l'avez a priori vu l'année dernière. Ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que le travail, ici, d'une force, dépend de la trajectoire, dépend du trajet suivi. Et oui, selon qu'on se déplace selon deux axes, ici du repère cartésien ou sur un arc de cercle, pour la même force, pour les deux mêmes points A et B, on aura deux expressions de travail différentes. D'accord? Donc ça à connaître. Attention, par contre, il y a une catégorie de familles pour lesquelles le travail d'une force est indépendant du chemin suivi, ce qu'on appelle les forces conservatives. Donc seules les forces conservatives, alors vous en connaissez quelques-unes de forces conservatives, je pense au poids, à l'interaction gravitationnelle, donc je mets F indice grave pour gravitationnel, la force d'interaction électrostatique, la force de rappel, la loi de Hooke. En voici quatre forces conservatives, donc ça on verra en fin de chapitre. Seules les forces conservatives ont ici un travail,
qui ne dépend pas du chemin suivi, qui ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement des positions initiales et finales. Mais uniquement des positions initiales et finales. Alors ça, j'en parle, c'est très important, d'accord? Donc, de manière générale, attention, de manière générale, le travail d'une force dépend du trajet suivi, dépend de la trajectoire, d'accord? CF, les deux calculs précédents, d'accord? Donc, CF, ici, les deux calculs précédents. Par contre, sachez également, vous l'avez vu l'année dernière, que des forces qu'on appelle conservatives, poids, interaction gravitationnelle, interaction électrostatique, force de rappel, ont un travail qui ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement des positions ici initiales et finales. D'accord? Bien. Alors ça, justement, ça me permet de rebondir et de finaliser cette partie course sur des cas particuliers. Vous l'avez vu l'année dernière, l'exemple du poids. Le poids est une force conservative, on va retrouver que le travail du poids ne dépend pas de la trajectoire suivie, mais uniquement des positions finales et initiales. Donc, cas particulier, deux cas particuliers. D'accord? Et on aura fini cette partie court. D'accord? Aujourd'hui, bon, j'étais un peu vite, d'accord, je l'avoue. Voilà. Alors, voilà. Premier cas, lorsque, ici, la force F est une constante vectorielle. Alors, une force constante vectoriellement, c'est-à-dire que la norme est constante, sens, direction, constant également. D'accord? Alors, ça, c'est le cas du poids. C'est le cas du poids. P égale mg, qui est égal à une constante vectorielle. Pourquoi? Rappelez-vous, hein, on va prendre un axe, tac, tac, OZ vertical ascendant. Voilà, muni du vecteur unitaire EZ, d'accord? Le vecteur G, champ pesanteur terrestre ici, G, supposé être une constante, champ pesanteur qu'on qualifie d'uniforme. Qu'est-ce que l'on fait? On va calculer le travail du poids. On calcule le travail du poids, d'accord? Alors ici, le poids P égale à mg, vertical descendant, donc selon moins EZ, d'accord? Donc ici, pareil, on va prendre deux points, donc un point M1, l'altitude ici, initiale. Alors à l'instant T1, ou également, vous voyez, j'ai noté l'altitude, c'est l'altitude Z1. Donc j'ai mis un Z à la place. J'ai mis un Z, j'ai pas mis un T. Voilà. Et là, je vais prendre la position finale, le point M2 d'altitude Z2, inférieur à l'altitude Z1. D'accord? Donc là, le point M1 repéré pour son altitude Z1 cartésienne. Donc là, un repérage cartésien dimensionnel s'impose. Et on va toucher calcul du travail du poids. Donc, ici, donc lié au schéma. Donc on a un repérage cartésien. D'accord? Tel que, pareil, le vecteur déplacement élémentaire, dx, ex, plus dy, ey, plus dz de z. Ok, bien. Ce qu'on va faire ici, c'est calcul du poids. D'accord, travail du poids, pardon. Voilà. Fin de soirée, là, c'est dur. Des fois, le même cours dans la même journée, c'est compliqué. Hein. Le travail, ici, entre les deux points. Donc, j'ai pris M1, M2. Le travail du poids dans R. D'accord? Donc, on y va, défini par l'intégrale entre les points M1 et M2 du produit scalaire P scalaire D de M. D'accord? Ça nous donne quoi? Donc entre M1 et M2, le poids je le projette ici selon l'axe vertical ici OZ ascendant, ça fait moins mg selon EZ. Produit scalaire, bon pareil je mets trois composantes, mais en fait il va en rester qu'une, vous en doutez, ici, y plus dz EZ, ici, d'accord? Il ne va rester que le EZ, je le fais ici, scalaire EZ, hein, ça fera 1 pour le produit scalaire entre les deux vecteurs unitaires. Donc il va nous rester l'intégrale. Alors les bornes, je vais les changer juste après. Je vais retirer ça. Le M1, c'est bon. On a compris que ce sera l'altitude en fait. Hein. Donc ça fait moins mg dz. Vous voyez, ici j'intègre bien par rapport à z. L'altitude du point M1, ça sera Z1. L'altitude du point M2, ça sera Z2. Je sors tout ce qui est constant. Ça fait moins mg z. Donc fonction z prise entre Z1 et Z2. Ça fait moins mg Z2 moins Z1. Le moins, je peux prendre la différence opposée, ça fait mg facteur de Z1 moins Z2. Autrement dit, on retrouve quelque chose que vous connaissez, je remonte un peu la feuille, le travail du poids.
entre M1 et M2. Ça sera mg fois latitude initiale moins latitude finale. Alors ça c'est cohérent, on retrouve ici le poids, le fait que le poids est une force motrice, donc le poids génère un travail positif si Z1 supérieur à Z2. C'est le cas, si Z1 supérieur à Z2, donc un mouvement comme ceci, de chute verticale, le travail du poids ici est positif, le poids est une force motrice, d'accord. Et donc là on voit clairement, ça c'est bien, ça rejoint la remarque, vous voyez, là, je vais pas le noter parce que, voilà, ici, directement, on va se répéter, on trouve que voilà, le poids est une force conservative, donc le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement des positions initiales et finales. C'est-à-dire que quelle que soit la trajectoire gamma suivie, c'est-à-dire qu'il peut faire une trajectoire ici comme ceci, n'importe comment, le travail le long de trajectoire gamma ne dépend que des positions initiales et finales du point M, et ici on retrouve un trajectoire classique, là c'est le MGH, Là, vous retrouvez le MGH de la terminale, H ça sera Z1 moins Z2, la différence d'altitude, d'accord, comptez ici, entre les points M1 et M2. D'accord. Bien. Deuxième et dernier cas particulier, on termine ici, je vois peut-être, ouais, ça va aller, la place suffisante, lorsque, ici, la force F est perpendiculaire, ici, au mouvement. D'accord. Alors, on va prendre ici le cas du pendule. On reprend le pendule simple, un point d'attache haut. Alors le pendule simple ici, la verticale descendante. Alors c'est quoi le pendule simple? C'est, je vous rappelle, un fil extensible de longueur L, au bout duquel on attache une masse M supposée ponctuelle, repérée par l'angle polaire θ. Le repérage polaire s'impose, vous le savez. Donc la base vocale polaire ici, ER. Eθ, ER dans le sens des rayons croissants, Eθ dans le sens des θ croissants. Moi, ce que je veux calculer ici, c'est y a une force qui est perpendiculaire au mouvement, toujours. Alors faites attention, j'aurai la même notation que précédemment, c'est je vais noter T. Alors ça ne sera pas une force de frottement sec ici, ça sera ce qu'on appelle la force de rappel. Donc je note ici en vert la force de rappel. D'accord. Donc la force de rappel, donc du pendule simple, force de rappel, exercé sur le fil, par le fil sur le système. Donc force de rappel, ici, force de rappel, je dis n'importe quoi, tension du fil, oh là 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 là, je fatigue. Alors, désolé, oh là là. La tension du fil, on recommence. La tension du fil, ça m'apprendra à oublier mon chargeur de PC portable. La tension T du fil, vous voyez, elle est selon moins ER. La tension T du fil selon moins EA, je rappelle, tension T du fil, la force de rappel c'est lui au ressort. Ici la tension T du fil, selon moins ER, je vais calculer le travail de cette force. Attention, même notation que pour la force de frottement sec, mettez dans la tension T du fil. Donc on calcule ici, le long de la trajectoire, ici entre deux points M1 et M2, le travail de la tension T du fil dans R, défini par l'intégrale entre M1 et M2 de T scalaire d de OM. Alors ici pareil, repérage polaire s'impose. Le repérage polaire s'impose. Le vecteur déplacement élémentaire, alors ça sera comme tout à l'heure. Ici, le repérage polaire s'impose. À travers deux points M, ici, c'est un arc de cercle de centre O et de rayon L. C'est-à-dire qu'on va retrouver un vecteur déplacement élémentaire en L dθ Eθ. C'est bon pour tout le monde. Le rayon R étant constant et vaut L ici. On aura un vecteur déplacement élémentaire en L dθ Eθ. Donc là, je vais remplacer. Donc on aura l'intégrale T, donc la tension T du fil, donc moins T sur le R, scalaire. Donc même chose que tout à l'heure, d'accord. Pour la deuxième possibilité, on avait une trajectoire en arc de cercle AB de centre O et de rayon A constant. Là, on a rayon L constant. Donc ça sera du L dθ Eθ. Et là, je vais pas plus loin. Pourquoi ? Puisque là, vous avez un produit scalaire entre deux vecteurs ici orthogonaux, ER scalaire Eθ, ça fera 0. Et là, voilà, tac, ne cherchez pas, n'allez pas plus loin, vous avez 0. Et vous retrouvez le fait que lorsque la force est perpendiculaire au mouvement, le travail de cette force, c'est strictement nul, tout simplement. D'accord ? Voilà. Voilà pour ce cours, le cours de ce matin, vous voyez, en 54 minutes, j'ai quand même mis au moins, on va dire, 25 minutes de moins qu'au tableau. Bon, désolé si j'ai accéléré un tout petit peu, mais vous comprendrez qu'en rentrant là,
Je vais quand même me dépêcher pour faire ce cours et vous le mettre en ligne le plus rapidement possible. Ça, vous pouvez le regarder d'ici jeudi ou plus tard. Parce que demain matin, les chimistes travaillent sur leur DS de 8 à 10. Donc demain matin, voilà, vous êtes tranquille avec moi. Vous avez toute la journée pour regarder cette partie cours qui finalement ne dure que 55 minutes. Voilà pour moi aujourd'hui. On se revoit jeudi matin ici en live direct. Et là, voilà, ça ira. Il n'y aura pas de soucis. Bonne soirée. Au revoir.